Chapitre 14 dans lequel Phileas Fogg descend toute l'admirable vallée du Gange sans même songer à la voir. Le hardi enlèvement avait réussi. 1 heure après, Passepartout riait encore de son succès. Sir Francis Cromarty avait serré la main de l'intrépide garçon. Son maître lui avait dit « bien », ce qui dans la bouche de ce gentleman équivalait à une haute approbation. À quoi Passepartout avait répondu que tout l'honneur de l'affaire appartenait à son maître. Pour lui, il n'a vécu qu'une idée drôle, et il riait en songeant que pendant quelques instants, lui, Passepartout, ancien gymnaste, ex-sergent des pompiers, avait été le veuf d'une charmante femme, un vieux Rajah embaumé. Quant à la jeune indienne, elle n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé. Enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l'un des cacolets. Cependant, l'éléphant, guidé avec une extrême sûreté par le Parsi, courait rapidement dans la forêt encore obscure. 1 heure après avoir quitté la pagode de Pillaji, il se lançait à travers une immense plaine. À cette heure, on fit halte. La jeune femme était toujours dans une prostration complète. Le guide lui fit boire quelques gorgées d'eau et de brandy, mais cette influence stupéfiante qui l'accablait devait se prolonger quelque temps encore. Sir Francis Cromarty, qui connaissait les effets de l'ivresse produite par l'inhalation des vapeurs du chanvre, n'avait aucune inquiétude sur son compte. Mais si le rétablissement de la jeune indienne ne fit pas question dans l'esprit du brigadier général, celui-ci se montrait moins rassuré pour l'avenir. Il n'hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Miss Aouda restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Ces énergumènes se tenaient dans toute la péninsule, et certainement malgré la police anglaise, ils sauraient reprendre leurs victimes, fût-ce à Madras, à Bombay ou à Calcutta. Et Sir Francis Cromarty citait à l'appui de ses dires un fait de même nature qui s'était passé récemment. À son avis, la jeune femme ne serait véritablement en sûreté qu'après avoir quitté l'Inde. Phileas Fogg répondit qu'il tiendrait compte de ces observations et qu'il aviserait. Vers 10 heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là reprenait la voie interrompue du chemin de fer dont les trains franchissent, en moins d'1 jour et d'1 nuit, la distance qui sépare Allahabad de Calcutta. Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour prendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre, à midi pour Hong Kong. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller racheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc., ce qu'il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité. Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Allahabad, c'est la cité de Dieu, l'une des plus vénérées de l'Inde, en raison de ce qu'elle est bâtie au confluent de 2 fleuves sacrés, le Gange et la Jumna, dont les eaux attirent les pèlerins de toute la péninsule. On sait d'ailleurs que, suivant les légendes du Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d'où, grâce à Brahma, il descend sur la terre. Tout en faisant ses emplettes, Passepartout eut bientôt vu la ville, autrefois défendue par un fort magnifique, qui est devenu une prison d'État. Plus de commerce, plus d'industrie dans cette cité jadis industrielle et commerçante. Passepartout, qui cherchait vainement un magasin de nouveautés comme s'il eût été dans Regent Street à quelques pas de Farmer & Company, ne trouva que chez un revendeur vieux juif difficultueux les objets dont il avait besoin, une robe en étoffe écossaise, un vaste manteau et une magnifique pelisse en peau de loutre qu'il n'hésita pas à payer 75 livres. Puis tout triomphant, il retourna à la gare. Miss Aouda commençait à revenir à elle. Cette influence à laquelle les prêtres de Pillaji l'avaient soumise se dissipait peu à peu, et ses beaux yeux reprenaient toute leur douceur indienne. Lorsque le roi poète Yusuf Udol célèbre les charmes de la reine d'Amenagara, il s'exprime ainsi. Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en 2 parts, encadre les contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli et de fraîcheur. Ses sourcils d'ébène ont la forme et la puissance de l'arc de Kama, dieu d'amour, et sous ses longs cils soyeux, dans la pupille noire de ses grands yeux limpides, nagent comme dans les lacs sacrés de l'Himalaya les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fines, égales et blanches, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes comme des gouttes de rosée dans le sein mi-clos d'une fleur de grenadier. Ses oreilles mignonnes, aux courbes symétriques, ses mains vermeilles, ses petits pieds bombés et tendres comme les bourgeons du lotus, brillent de l'éclat des plus belles perles de Ceylan, des plus beaux diamants de Golconde. Sa mince et souple ceinture, qu'une main suffit à enserrer, rehausse l'élégante cambrure de ses reins arrondis et la richesse de son buste, où la jeunesse en fleurs étale ses plus parfaits trésors, et sous les plis soyeux de sa tunique,
Elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de Vigvakarma, l'éternel statutaire. Mais, sans toute cette amplification, il suffit de dire que Miss Aouda, la veuve du Raja du Bundelkund, était une charmante femme dans toute l'acception européenne du mot. Elle parlait l'anglais avec une grande pureté, et le guide n'avait point exagéré en affirmant que cette jeune Parsie avait été transformée par l'éducation. Cependant, le train allait quitter la station d'Allahabad. Le Parsi attendait. Mr. Fogg lui régla son salaire au prix convenu, sans le dépasser d'un farthing. Ceci étonna un peu Passepartout, qui savait tout ce que son maître devait au dévouement du guide. Le Parsi avait en effet risqué volontairement sa vie dans l'affaire de Pillaji, et si plus tard les hindous l'apprenaient, il échapperait difficilement à leur vengeance. Restait aussi la question de Kiyuni. Que ferait-on d'un éléphant acheté si cher? Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard. « Parsi, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant, il est à toi. » Les yeux du guide brillèrent. « C'est une fortune que votre honneur me donne, s'écria-t-il. « Accepte, guide, répondit Mr. Fogg, et c'est moi qui serai encore ton débiteur. »« À la bonne heure, s'écria Passepartout. Prends, ami. Kiyuni est un brave animal, courageux. » Et, allant à la bête, il lui présenta quelques morceaux de sucre, disant « Tiens, Kiyuni, tiens, tiens,